Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10. Vous retrouverez Séverine Méridan pour l'actualité sportive de Guadeloupe, mais pour l'instant, place à l'info locale. Nous sommes le vendredi 10 septembre 2021, jour où Agnès Buzyn est mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui à l'issue de son audition par les magistrats de la Cour de justice de la République. L'ex-ministre de la Santé n'a visiblement pas réussi à les convaincre et c'est la première mise en cause dans un énorme dossier autour de la mauvaise gestion de crise. On se rappelle de ses propos du 24 janvier 2020 lorsqu'elle affirmait que les risques de propagation du coronavirus dans la population sont très faibles. Autre élément, la pénurie de masques dont les stocks d'État n'ont pas été renouvelés ou encore l'organisation des élections municipales en pleine pandémie. Une première affaire qui démarre un lourd calendrier judiciaire avec plusieurs dizaines de milliers de plaintes de médecins, de soignants et de citoyens français. Plusieurs perquisitions ont déjà visé les domiciles et bureaux du ministre de la Santé Olivier Véran, de l'ex-premier ministre Édouard Philippe, de Madame Buzyn, de l'ex-porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, ainsi que Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, et Madame Geneviève Chêne, qui est elle directrice générale de Santé publique France. En tout cas, la commission d'instruction de la Cour de justice de la République a ouvert son enquête sur l'infraction d'abstention de combattre un sinistre. Et on enchaîne avec le point épidémiologique hebdomadaire, avec des chiffres qui continuent à baisser. Et notez que ce matin, effectivement, 47 personnes étaient hospitalisées, 47 personnes sont hospitalisées en réanimation, soit en réanimation aiguë ou en oxygénation intensive. Les chiffres sont tellement à la baisse finalement que l'ARS et la préfecture ont décidé de diminuer le nombre de lits de réanimation disponibles qui passent donc de 98 à 86 et seront désarmés progressivement en fonction de l'évolution de la crise. À l'heure où je vous parle, 63 évacuations sanitaires ont été opérées et au vu de la situation, les autorités ont acté la suspension des Evansan et pour une prise en charge totale sur le territoire guadeloupéen. Une situation qui s'améliore et qui entraîne également la diminution des effectifs des renforts venus de l'Hexagone. Et si on totalisait 73 décès pour la semaine précédente, entre lundi et aujourd'hui, en ont des nombres 28. Donc il y a quand même une baisse assez significative aussi du nombre de décès. Et l'objectif effectivement de la préfecture, c'est de vacciner surtout les enfants afin d'éviter des clusters et des fermetures des classes. En tout cas, la sortie du confinement est plus ou moins prévue pour le 19 septembre prochain. On écoute Alexandre Rochat, préfet de région. En revanche, ce qui est le point positif, c'est que le confinement que nous avons mis en place et qui est globalement bien respecté, je reviendrai dessus, a fonctionné et il faut qu'il continue à fonctionner et c'est pour ça que la date limite du 19 septembre est maintenue. On gardera cette limite jusqu'au 19 septembre. Il nous reste encore une dizaine de jours de ce confinement, en tout cas strict tel qu'il est aujourd'hui organisé et il faut qu'ensuite on réfléchisse. Et ça a été les propositions que j'ai faites au comité des élus tout à l'heure, avec les socioprofessionnels et avec les élus, pour qu'on réfléchisse aux étapes de sortie de ce confinement, avec quelques principes qui sont clairs et sur lesquels on reviendra en début de semaine prochaine avec les différents acteurs et j'aurai l'occasion d'en parler en point presse quand on aura pris les décisions ensemble, avec quelques critères qui sont extrêmement importants. Tout d'abord, on ne rentrera dans une phase de sortie du confinement que quand les différents taux et les indicateurs nous le permettront. Il y a 4 indicateurs qui sont extrêmement importants que nous suivrons et qui nous permettront de décider d'avancer dans cette phase. Premièrement, c'est le taux d'incidence. Le taux d'incidence aujourd'hui, il est encore au-dessus de 200. Vous savez que le seuil d'alerte est à 50 et le seuil de vigilance est à 20.
pour 100 000 habitants. Donc vous voyez qu'on n'est pas encore, on est encore à 10 fois au-dessus. Donc il faut qu'on diminue ce taux d'incidence. Le taux d'incidence, tout seul, il ne veut pas dire grand-chose. Il faut qu'on le corrèle évidemment avec le taux de positivité. Le taux de positivité, il est descendu pour cette semaine en dessous de 10. C'est important, c'est le seuil d'alerte 10. Et il faut qu'il descende en dessous de 5, qui est notre seuil de vigilance. Donc les taux d'incidence et le taux de positivité, ce sont deux critères qui sont extrêmement importants. Le troisième critère, vous le connaissez, c'est celui de la tension hospitalière, la pression à l'hôpital. C'est un volet qui est extrêmement important. Même si elle a diminué, on a encore aujourd'hui en réanimation quasiment 2 fois plus de personnes, de lits de réanimation occupés que les lits de réanimation que nous avons alors que nous ne sommes pas en vague épidémique. Donc il faut que cette pression... Pardon, allez-y. Pour vous dire qu'on est à peu près à 200% voilà. de notre capacité hospitalière normale. Donc évidemment, 200%, vous voyez bien la pression. Voilà, donc voilà le troisième critère. Et le quatrième critère, c'est le taux de vaccination, qui est extrêmement important, comme vous le savez. C'est cette vaccination qui nous permettra d'éviter de rentrer dans une 5e vague ou de repousser le plus loin possible cette 5e vague si elle devait arriver. Donc ça, c'est le premier point, c'est qu'on ne rentrera dans une phase de début de sortie du confinement que quand on aura ces critères qui seront descendus suffisamment bas. Et on aura l'occasion, évidemment, d'en parler à chaque fois. Les autorités qui se sont d'ailleurs félicitées d'avoir atteint les 40% de primo-injection sur le département. Et la mobilisation se poursuit au CHU de Pointe-à-Pitre où 80% des personnels ne sont pas vaccinés et n'ont visiblement pas l'intention de céder. Pour ces soignants, la situation sanitaire s'explique principalement à cause du manque de moyens chroniques de la structure. Le reportage. On vient faire un chantage de passe sanitaire et chantage de pas de salaire. Eh bien, non. Et comme nous avons 80% du personnel qui n'est pas vacciné, nous attendons qu'on ait salaire à tout le monde. La situation aujourd'hui commence à se calmer un peu, on peut dire. C'est juste on t'y a calmé, nous peut dire. Mais nous avons le monde qui a continué mort quand même de Covid et de d'autres pathologies aussi, surtout. Il n'y a pas seulement que Covid, mais d'autres pathologies, parce que pas de moyens de soigner les gens en Guadeloupe. Il faut nous dire les choses clairement. Hein. Nous avons une situation sanitaire en Guadeloupe parce que nous avons un manque de moyens au niveau de la santé en Guadeloupe, et ça c'est depuis tantôt. La réalité là, c'est qu'en 2017, nous avons un incendie qui fait au CHU, qui a aggravé cette situation-là, mais Covid là vient passer par là depuis 2020 et il montre nous la réalité à système de santé en Guadeloupe et que si nous ne pas régler rapidement, ça va arriver vers une catastrophe de plus grande ampleur que le monde a pensé. Alors, moi qui dis la population, la situation là ça peut régler, mais il faut nous mettre nos douboutes, il ne faut pas nous cacher ni faire derrière case. C'est ça qu'il faut. Tout ça nous a dit, un médecin, un professeur, à tout, vient dénoncer ça. Tout ça nous a dit. Mais peut-être parce que nous sommes les GDG, peut-être parce que c'est nègres pour nous et c'est nègres. Il ne pas prendre en compte ça nous a dit, considérer ça nous a dit. Mais pourquoi dire qu'il n'y a pas des gens qui voient ça des vieilles. Pas des gens qui voient ça des vieilles. C'est grave de dire ça. On a toujours soigné les patients avec le si peu de personnel et ça a toujours été efficace. On a toujours fait avec le peu de moyens et toujours on a été efficace. Là, c'est le manque de matériel. C'est tout. On va voir aussi quand le matériel il est déjà sorti en service. Le matériel qui était là, il est déjà parti, reparti, je ne sais pas où. Ça a prouvé que ces messieurs, c'est soit ils sont génocide fait, c'est quand ils sont morts comme ça, ou soit, ou bien soit comme justement aux yeux du monde, obligé de faire un genre qu'on a fait pour ton manœuvre, alors que la première manœuvre, là, c'était mettre matériel dans les services, okay, pour nous gérer la crise là. Ils ont dit qu'on tenait l'hôpital et réanimation, l'hôpital de campagne, pour réanimation, au début, la direction fait comprendre que ça n'existe pas. Okay? Ça n'existe pas. Pourtant, ça a existé. Peut-être qu'en sachant qu'ils ont tenu en vacances, ils ont déjà pu prévoir ça. Parce que normalement, vous sont censés ni prévoir en catastrophe. C'est comme si on a un cyclone, ou Jacques a prévu un cyclone. Si on a un incendie, ou Jacques a un incendie, donc vous êtes censé prévoir si on a un incendie demain. Si, c'est même bité que première vague, deuxième vague, vous êtes censé prévoir quatrième vague, et au cas où, mettre un hôpital de campagne, prévoir un hôpital de campagne. Ça n'a pas fait.
Et concernant ce matériel qui serait déjà parti du CHU de Pointe-à-Pitre, eh bien nous avons questionné Madame Denux qui visiblement n'était pas très contente de la question. On a eu d'ailleurs une petite réflexion désobligeante qui allait avec, mais c'était pour effectivement vérifier cette information qui nous avait été donnée. Et on nous a plus parlé finalement dans ce point presse de lits de réanimation qui ont donc été fermés, donc 12 lits de réanimation qui ont donc été fermés, mais Madame Denux a par contre précisé que techniquement le matériel était toujours là, et il est peut-être stocké ailleurs finalement dans l'hôpital. Et afin d'accélérer la campagne de vaccination, la région Guadeloupe a mis en place le Vaccibus, c'est un nouveau centre d'injection au Vélodrome de Gourdeliane. Stanley Manicor et Maxime Morel sont partis à votre rencontre savoir ce que vous en pensez. Regardez. Qu'est-ce que vous pensez de la mise en place du Vaccibus ? Du Vaxi? Oh, je n'étais même pas au courant qu'il y avait le Vaxibus. Non, je n'étais pas au courant, pas du tout. C'est une opportunité pour ceux qui ne veulent pas se déplacer, pour aller dans les centres principaux de vaccination, d'aller au plus près de chez eux. C'est pour faciliter ceux qui ne peuvent pas se déplacer, quoi. C'est bon, oui, c'est bon ce qu'ils font là, quoi. Ah, je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Franchement, je ne suis pas d'accord. Avec le vaccin et tout. Je n'ai pas tellement attention à ça, hein. Bon, mais pour moi, c'est une bonne chose. Bon, il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer, des personnes âgées, donc c'est une bonne chose. Ah, si on le prend de ce sens-là, oui. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de moyens de locomotion, donc ça va leur faciliter selon leur volonté, bien entendu. Hein. Eh bien, c'est indispensable, je pense, en tout cas pour essayer de permettre à ceux qui sont plus ou moins indécis, ou encore contre le fait que ça soit trop loin de chez eux, de se décider. Surtout avec le confinement, les gens ne peuvent pas se déplacer avec les moyens de transport. Voilà. Mais c'est bon, quoi. Non, nous ne sommes pas contre la vaccination, c'est pas ça. Nous sommes contre l'obligation de la vaccination. En tout cas, c'est une aide pour eux, je dirais. C'est une aide qui pourrait leur satisfaire. Donc, je trouve que c'est une bonne idée. Le Vélodrome, je ne pense pas que c'est une bonne chose, parce que ce n'est pas tout le monde qui pourra se rendre là, de manière. Donc, je ne pense pas que c'est une bonne chose. Plutôt dans les villes où il y a la place que les gens peuvent se déplacer, là, je dirais oui. Mais un Vélodrome, c'est que déjà qu'il y a des voitures qui pourraient se déplacer. S'il pourrait avoir un vaccinodrome dans chaque commune, pourquoi pas? Comme ça, au plus près des gens, je dirais. Donc, ça permet à chacun de se décider en conscience pour savoir s'ils veulent le faire ou pas. Donc, c'est à chacun qui voit. Mais en tout cas, au plus près de chez eux, c'est une facilité, c'est sûr. Si aujourd'hui le Vaccibus était à côté de chez vous, est-ce que vous sauteriez sur l'occasion pour aller vous faire vacciner? Non, mais là, je ne sais pas. Eh bien, disons que je réfléchirais. J'ai pas de problème de locomotion particulier, mais donc ça ne se pose pas particulièrement pour moi. J'ai mon moyen de locomotion et jusqu'à maintenant, je ne me suis pas fait vacciner. D'accord? Donc, je ne sais pas. Non, moi, je n'irai pas. Mais en tout cas, pour ceux pour qui c'est utile, je pense qu'une réflexion se porte. Et par rapport à la proximité, c'est une bonne idée. Le lycée Gerty Archimède, lui, se prépare pour la rentrée. Un retour en classe en présentiel et en distanciel avec dédoublement des effectifs. Le reportage. Deuxième rentrée particulière, mais celle-ci encore davantage, puisque nous avons effectué une rentrée à moitié seulement, même pas à moitié, mais une grande partie en distanciel. C'est une préparation qui demande beaucoup de temps, puisque tous les détails ont de l'importance. Donc cette rentrée-là, il y a plusieurs volets. Il y a le volet, on va dire, matériel, qui est important, et on commence d'ailleurs par celui-ci. Et il y a la partie pédagogique, effectivement, où ça prend un certain temps, où il y a une réflexion à mener. Nous ferons du présentiel en partie, mais nous avons décidé, nous, d'accueillir nos élèves
par niveau. Effectivement, nous avons une capacité d'accueil en fonction de la taille des salles, mais pour pouvoir respecter les gestes barrières tels qu'ils ont été définis aussi bien au niveau national que par notre académie, nous avons fait le choix dans l'établissement de limiter le nombre d'élèves par salle. Donc nos capacités seront en fonction de la salle, soit 8 élèves, soit 10 élèves. Nous allons dédoubler les classes, c'est-à-dire qu'une même classe qui va venir a une capacité, seront 16, mais ils seront répartis dans 2 espaces différents avec des enseignants de la classe. C'est vrai que le professionnel travaille naturellement en équipe. Donc ça veut dire qu'ils ont cette habitude d'être les uns sur les autres et ça va être ça notre défi, de faire en sorte que nos élèves ne soient pas les uns sur les autres. On va surtout être sur la sécurité, donc gestes barrières, port du masque, on a mis à disposition du gel hydroalcoolique dans différents points à l'extérieur de l'établissement mais aussi dans toutes les salles. On va insister aussi sur le lavage des mains avec de l'eau et du savon, chose qui est très importante. Il y a la désinfection aussi pendant les interclasses ou les récréations qu'on a mis justement de manière dissociée afin qu'il n'y ait pas trop de brassage d'élèves. Mes collègues, et je dis que je ne pense pas qu'on a cette appréhension, c'est-à-dire qu'on attend ce temps-là et on veut savoir ce que nous avons imaginé sur le papier, est-ce qu'il va effectivement fonctionner dans la réalité. Cette rentrée, c'est vrai, nous l'avons préparée depuis le mois de mars, elle est préparée, mais sous ce format-là, nous l'avons préparée depuis facilement le début du mois d'août. Un reportage signé Stanley Manicor et on leur souhaite en tout cas une bonne rentrée sans anicroche de préférence. Et on parle d'un sujet moins gai maintenant puisque 39 personnes ont perdu la vie sur les routes de Guadeloupe depuis le début de l'année. Parmi les principales victimes, les usagers fragiles comme les piétons, les cyclistes et autres motards. On a encore eu un exemple effectivement avec ce choc frontal hier avec une voiture et une moto et le motard ne s'en est pas sorti, vous le savez. Et le pire dans ce genre de situation reste effectivement les délits de fuite. Franchement... Bon, j'éviterai le mot en question, mais franchement, c'est des attitudes à éviter. Le reportage. Nous déplorons 39 personnes décédées sur les routes de la Guadeloupe depuis le 1er janvier 2021. C'est trop, c'est beaucoup trop. C'est notamment 5 de plus que l'année dernière à pareille époque et 11 de plus qu'au cours de l'année 2019. 2 actions possibles, celles que nous pratiquons aujourd'hui qui concernent la sensibilisation des usagers de la route et qui plus est l'ensemble des usagers puisque dans les 39 décès, nous avons 26 personnes qui appartiennent à ce qu'on appelle les catégories d'usagers vulnérables. Celles qui n'ont pas de carrosserie, on a un slogan ici, Yo fragile, yo panitol. Ce sont les piétons, les cyclistes et les 2 roues motorisés. Évidemment, elles peuvent aussi être fautives par manque de visibilité, par des comportements répréhensibles. Mais on demande surtout là maintenant de manière urgente aux automobilistes de faire attention à eux, de faire beaucoup plus attention à eux. On a vu des cas dernièrement où 2 piétons ont été fauchés mortellement avec des délits de fuite. C'est quand même inacceptable. Il y a un manque de responsabilité de la part des auteurs d'accidents. Évidemment, personne n'a envie de causer un accident, mais encore faut-il qu'on soit assez courageux derrière pour prendre ses responsabilités. Nous sommes en train, avec la cellule sécurité routière, d'analyser les chiffres. Ce qu'il ressort, c'est que la vitesse entre comme première cause de la mortalité sur les routes devant l'alcool et les stupéfiants. Donc il y a une urgence pour quelques Guadeloupéens, puisque la majorité respecte quand même les règles de la circulation, mais il y a urgence pour quelques personnes qui sont ici, en Guadeloupe, de lever le pied en matière de vitesse. Et on enchaîne avec le président du conseil départemental, Guy Losbar, qui pense déjà à la prochaine saison touristique. Et il était en visite de terrain justement pour la sécurisation de la cascade aux Écrevisses et l'agrandissement du parking. Ça reste un des sites d'accueil les principaux de la ville de Petit-Bourg, donc ils en prennent soin. Regardez. C'était très important dans la mesure que ce sont des travaux conséquents qui sont réalisés dans cette zone, près de 2 millions d'euros, puisqu'il fallait sécuriser la zone, puisque tous nous voyons régulièrement en période de vacances comment il y a un problème d'insécurité, mais aussi mieux structuré pour que les piétons soient en sécurité et augmenter le nombre de places de parking, puisque c'est un site touristique qui reçoit
plus de 150 000 personnes par année, d'où l'importance et la nécessité donc, de ces travaux. Et c'est aussi cette contribution au développement touristique, puisque lorsque le touriste vient, il faut qu'il puisse être accueilli, il faut qu'il puisse pouvoir se garer convenablement et être protégé lorsqu'il circule. Et qui explique aussi la présence avec moi ce matin de Mme Sabrina Robin, qui est l'élue du département en charge du développement touristique. Et bien sûr, nous sommes sur la ville de Petit-Bourg avec M. David Desbords. Ce qu'il faut rappeler, c'est que cela s'est fait en parfaite collaboration, communion avec le parc, puisque nous sommes au cœur du parc. Il fallait que nous puissions faire cet aménagement, mais en même temps ne pas dégrader le côté naturel du parc. Donc ces travaux qui visent la sécurisation du site vont nous permettre de continuer à promouvoir cet espace naturel, ce site touristique, qui est à la fois incontournable pour les touristes qui nous visitent de l'extérieur, mais également pour le tourisme local, afin que nos compatriotes puissent continuer à en bénéficier vraiment en toute sécurité. Alors il faut savoir qu'ici, nous sommes sur un site majeur touristique de la ville de Petit-Bourg. C'est un des sites qui reçoit le plus grand nombre de visiteurs en Guadeloupe, mais singulièrement à Petit-Bourg. Nous sommes soulagés aujourd'hui que des travaux soient en phase finale pour sécuriser la présence de ces nombreux visiteurs, mais surtout pour permettre une meilleure fluidité en termes de circulation et aussi pour offrir un nombre de places de stationnement beaucoup plus important que la situation précédente, d'ailleurs situation qui générait du désordre et qui mettait en situation d'insécurité les nombreux usagers de ces rivières, de ces belles eaux de Petit-Bourg. Donc nous sommes dans la démarche vraiment qui consiste à faire améliorer les équipements existants à Petit-Bourg et faire de sorte que ce territoire soit de plus en plus attractif. Et hier, Lucette Michaud-Chevry s'est éteinte des suites d'une longue maladie. Une personnalité politique guadeloupéenne très connue. Et Harry Chalus, président de région, a tenu à lui rendre un hommage. On l'écoute. Déjà, j'aimerais dire à sa famille toute la peine que nous avons à la région Guadeloupe. Alors, Madame Chevry a été présidente de région, je suis un de ses successeurs. Et à sa fille Marius Manchard qui travaille avec moi depuis un certain temps, que je suis à ses côtés, qu'elle a tout mon soutien et le soutien de tous les élus régionaux. Madame Michaud Chevry a été quand même, il faut le dire, un pilier politique en Guadeloupe. Celle qui a tracé le chemin à beaucoup de politiciens, que ce soit au niveau régional, départemental, au niveau de la Caraïbe, au niveau national. C'est une femme qui a touché à tous les mandats, qui s'est battue, parce qu'elle a voulu faire avancer les dossiers de la Guadeloupe, elle a voulu faire évoluer la Guadeloupe. J'aurais souhaité vraiment qu'on puisse retenir de tout ce qu'elle a fait de bon pour le pays. Personne n'est parfait, c'est vrai. Il y a eu aussi des ratés, mais ce qui est important, c'est son combat pour faire avancer la Guadeloupe, son combat pour développer la Guadeloupe, son combat contre l'État. Grand madame là, comme on disait, celle qui savait à n'importe quel moment taper du poing sur la table, quelle que soit la personne, engueuler quelqu'un, mais à un moment, 10 minutes après, aller tenir cette personne, lui dire bon, il fallait que je le fasse. C'était vraiment, elle était exceptionnelle, c'était une femme unique, une femme qui a porté vraiment la Guadeloupe sur son dos, femme proche de la population, femme de terrain qui n'hésitait pas à monter derrière une moto, dans une camionnette, sur une charrette. Donc vraiment, la Guadeloupe perd effectivement une très grande dame, un très grand politicien, quelqu'un qui s'est donné, qui a aimé la Guadeloupe, celle qui disait souvent « Je suis la Guadeloupe, mon objectif c'est la Guadeloupe d'abord ». Donc je souhaite toutes mes condoléances à toute sa famille et j'espère que la Guadeloupe lui rendra l'hommage qu'elle mérite en fonction de ce qu'elle a été pour la Guadeloupe, en fonction de tout ce qu'elle a donné pour sa région Guadeloupe. Elle est morte aujourd'hui, paix à son âme, et qu'elle repose en paix. Qu'on le veuille ou non, Madame Lucette Michaud-Chevry a su fédérer, a su réunir les Guadeloupéens, a su montrer son amour pour la région Guadeloupe. Et hier soir encore, la première personne qui m'a appelé en pleurant, c'était
Monsieur Karam Antoine, qui a été président de région en Guyane, sénateur, pour me dire combien il a aimé travailler avec Madame Lucette Michaud-Chevry et sa tristesse pour la Guadeloupe. Donc je le dis, nous continuerons à travailler, nous continuerons à bâtir cette Guadeloupe qu'elle a voulu en sa mémoire, en son honneur, et nous lui disons bon voyage et qu'elle repose en paix. Et on enchaîne avec l'hommage du président du conseil départemental, Guy Losba. C'est avec une immense émotion, comme tout Guadeloupéen, que j'ai appris le décès de Madame Lucette Michaud-Chevry. Tout le monde connaît cette dame qui, à travers ses différentes fonctions, aussi bien locales que nationales, a consacré toute sa vie à la chose publique, a partagé sa vision du territoire, sa vision de l'archipel guadeloupéen. Et on sait très bien que tout au long donc, de sa vie politique, comment elle a su faire évoluer son point de vue sur la Guadeloupe et notamment son combat pour la domiciliation du pouvoir local. On a encore ce souvenir de la déclaration de Basse-Terre et son implication. Et au-delà de son engagement politique, sa force de caractère, elle a su faire preuve de leadership, d'audace. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire, elle a joué un rôle particulier dans la féminisation donc, du pouvoir, puisqu'il y a eu Lucette Michaud-Chevry. Depuis, nous avons beaucoup de leaders politiques féminins, des maires, des responsables de collectivités. Donc pour tout cela, la Guadeloupe sera toujours reconnaissante. Et je profite également pour adresser mes condoléances et toute ma sympathie à toute sa famille, notamment à Marie-Luce. On sait très bien que lorsqu'on perd une mère, une grand-mère, un parent, un proche, comment c'est difficile. Et quels que soient les mots que je pourrais dire, ne sauraient apaiser cette peine. Et notez qu'à l'occasion effectivement des funérailles de Madame Lucette Michaud-Chevry, un hommage populaire lui sera rendu donc au palais du conseil départemental à Basse-Terre où sa dépouille mortuaire sera présentée le dimanche 12 septembre de 10h à 18h. Et ceux qui le souhaitent peuvent venir lui témoigner leur sympathie et leur affection en respectant les gestes barrières bien évidemment. Et les obsèques auront donc lieu à la cathédrale de Basse-Terre le lundi 13 septembre à 10h. L'accès sera limité en raison des conditions sanitaires, mais ces obsèques effectivement seront retransmis sur Guadeloupe Première notamment et Canal 10 Télévision bien évidemment. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que tous les chiffres sont à la baisse concernant la crise Covid actuelle. On compte effectivement 28 décès entre lundi et aujourd'hui, ce qui est 2-3 fois moins que la semaine dernière quand même. Donc on progresse pas mal. Il faut poursuivre les efforts. Passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10 Télévision. Je vous retrouve lundi. Passez un excellent week-end. Bisous. À venir sur Canal 10 Télévision, un hommage à Lucette Michaud-Chevry. On vous a dégoté une petite interview d'elle avec Yves-Lise Boissé, qui date de bien il y a une décennie d'ailleurs. Vous les verrez, elles sont très jeunes sur la vidéo, ça fait bizarre. En tout cas, ce sera après la coupure pub. À 21h, je crois, vous retrouverez Séverine Méridan pour Sport 10, l'actualité sportive de Guadeloupe. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Alain Francillette, bonsoir à Patricia Robert, bonsoir à Pascal Guadeloupe, bonsoir à Johanna Bon, bonsoir à Corinne Degnaud, bonsoir à Joël Bazit, bonsoir à Jose Cancel, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, bonsoir à Eluxin Mathieu, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Patrice Mathurin Félicité, bonsoir à Lydie Ratier, bonsoir à Juliette Deval, à Dominique Landry, bonsoir à Jacqueline Carrier, bonsoir à Kitoun Cyprien, à Nadia Berver, bonsoir à Jeanne Sacco, à Ampassav Mako, bonsoir à Lydie Ratier, bonsoir à Maggie Delaney, je crois que j'ai déjà dit bonsoir à Maggie, bisous Maggie, bonsoir à Odile Zingilet, bonsoir à Carole Tex, à Rita Poirier. Non, je n'ai pas reçu de cadeau, Rita.
Quel est donc ce cadeau que tu as envoyé pour moi? J'ai hâte de voir. En tout cas, bonsoir à Tes Cerises. Bonsoir à Jean-Michel Charlery. J'espère que tu vas bien, Jean-Michel. Bonsoir également à Teddy Bamberg. Bonsoir à Netanti Chat Dedom. On a des messages pour Lucette Michaud-Chevry. Bon, allez les regarder. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Et bonsoir à Robert Siou-Parsam. En tout cas, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur l'antenne de Canal 10 Télévision. Après la coupure pub, vous aurez droit à un hommage à Lucette Michaud-Chevry. Passez une bonne soirée. Bisous tout le monde.